Du coronavirus nous a tous ébranlés. Elle a aussi révélé un certain nombre de failles du système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors pourquoi pas profiter de cette crise pour changer? N'y a-t-il pas, alors qu'on est tous engagés dans la même lutte, une opportunité pour faire évoluer certains de nos modes de fonctionnement? On peut vraiment apprendre énormément de cette épidémie, et en particulier sur la nécessité de pouvoir prendre en compte des enjeux qui nous touchent tous, ici en termes sanitaires, mais qui ont un impact sur tout le monde, et notre capacité à se mobiliser pour y faire face. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'enjeux futurs, l'enjeu climatique, l'enjeu des systèmes alimentaires, pour lesquels il y a des questions qu'il faut se poser. Il faut pouvoir réagir à des menaces, mais qui sont plus cette fois-ci des menaces directes, mais des menaces futures et qui concernent plutôt nos enfants, nos petits-enfants. Et ce qu'on espère, c'est qu'on pourra, dans ce monde d'après, y réagir de façon aussi efficace et aussi mobilisée que ce qu'on a pu faire par rapport à cette épidémie. Comment envisager demain? Comment rendre notre économie plus résiliente pour faire face aux crises futures? Ce sont donc les questions que nous mettons sur la table ce soir avec nos deux invités. Bonsoir Olivier De Scutter, vous êtes professeur à l'UC Louvain et par ailleurs porte-parole d'un groupe de réflexion avec 100 scientifiques, environ 182 entrepreneurs et entrepreneuses qui ont réfléchi pendant un mois à des pistes de solutions dans toute une série de domaines. Avec nous également Guillaume Roux-de-Bézieux. Vous êtes entrepreneur et vous êtes porte-parole ce soir du Centre des jeunes dirigeants. Alors quand on parle du monde d'après, il y en a beaucoup qui sourient, qui sont un petit peu sceptiques et qui sont assez convaincus qu'on va très vite retrouver toutes nos habitudes, les bonnes comme les mauvaises. Vous avez, vous, choisi de ne pas faire partie de ces sceptiques, Olivier De Scutter? Oui, nous pensons que le moment est quand même unique où on va devoir définir une trajectoire pour l'économie dans les années qui viennent, notamment tenu compte des montants considérables qui seront investis pour aider les entreprises que la crise aujourd'hui menace. La Belgique va consacrer 11% de son PIB, l'équivalent de 11% de son PIB à soutenir des entreprises. Et c'est l'occasion d'envoyer un signal très fort que les entreprises doivent contribuer à la transition écologique, se mettre en ordre de route pour réaliser les ambitions du pacte vert que la Commission européenne porte depuis décembre 2019. Et le moment est tout à fait opportun pour adjoindre aux mesures de court terme qui visent à sauver ces entreprises, une vision de long terme qui vise à nous mettre sur une trajectoire durable pour viser, comme vous le savez, la neutralité carbone à l'horizon 2050. Beaucoup d'argent belge, beaucoup d'argent européen aussi, puisque la Commission a annoncé cette semaine qu'il y aurait 750 milliards d'euros sur la table. C'est donc un montant gigantesque. Alors, la plupart des entrepreneurs sont aujourd'hui assez préoccupés par leurs finances. C'est logique, beaucoup n'ont qu'un objectif, revenir très vite à la situation d'avant la crise. Pour vous, est-ce que la relance doit s'envisager autrement? Alors, dès le début de la crise, en fait, le Centre des jeunes dirigeants a mis en place un baromètre auprès de ses membres dans les 17 pays dans lesquels nous sommes présents pour savoir un petit peu ce qui se passait dans les entreprises. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'au-delà des craintes de court terme sur la trésorerie, entre autres, nos membres nous ont fait remonter le fait qu'aujourd'hui, ils avaient besoin d'accompagnement en stratégie. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça veut dire que les entrepreneurs se projettent déjà dans le futur et cherchent à faire rebondir leur business model, leur modèle économique, de façon à pouvoir s'inscrire dans cette fameuse transition dont on parle. Donc vous jugez, vous aussi, qu'il y a une opportunité. Alors pourquoi pas pérenniser certaines de nos habitudes qui ont été prises pendant la crise, comme le télétravail qui a des effets assez importants en termes de mobilité. Certaines entreprises y pensent, d'autres sont plus frileuses, comme on va le voir dans ce reportage de Kamel Azouz. Indispensable. Les mesures sanitaires ont complètement bouleversé notre quotidien, nos habitudes. Confinement oblige. Nombreuses sont les entreprises qui ont dû réinventer leur manière de fonctionner. Une question de survie. Pour certaines d'entre elles, le télétravail était la seule alternative. Dans cette société de communication, la majorité des employés travaillaient de chez eux. Un test grandeur nature qui a plongé tous les collaborateurs dans l'inconnu. Je pense que toutes les craintes qu'on avait par rapport à contrôler si les gens travaillent vraiment et tout ça s'est évaporé et on se rend compte qu'on travaille très efficacement en visioconférence. Aujourd'hui, seul 30% du personnel est de retour à l'agence. Pour cette entreprise, l'expérience du télétravail généralisé a été un succès en termes d'efficacité,
au point même d'envisager à l'avenir un jour par semaine de télétravail pour tous les employés. Toutes les mesures qu'on a prises pendant le confinement, on ne va pas toutes les garder, mais c'est clair que certains jours en télétravail obligatoire pour tout le monde, ce sont des mesures qui sont importantes pour nous en termes de réduction des coûts de transport et en termes d'efficacité. On l'a bien vu pendant le confinement, quand tout le monde était chez lui, on était beaucoup plus flexible et disponible. À 40 minutes de là, nous retrouvons Magali, une des employées de l'entreprise. Son employeur a doublé la capacité des serveurs et il a fourni le matériel adéquat à tous ses collaborateurs. Chaque jour, elle communique régulièrement avec ses collègues par visioconférence. Pour elle, le télétravail est une belle surprise. Maintenant que j'ai réellement découvert le télétravail et que j'ai appris à jouer avec les différentes technologies, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'instaurer dans mon quotidien. Ouais. Donc pour moi, un jour par semaine de télétravail serait vraiment profitable au projet et aux employés. Comme Magali, de nombreux Belges sont plus que jamais favorables au télétravail partiel, mais d'autres sont plus mitigés. En fait, ça peut être positif comme ça peut être négatif aussi parce que des fois, vu qu'on est chez nous et qu'on a accès à notre ordinateur et à notre environnement de travail, on peut continuer et ne pas s'arrêter même pendant le week-end. Mais en même temps, on arrive quand même à faire tout ce qu'on a à faire vu qu'on est chez nous. Tous les papiers, etc., ça peut se faire. Avec les enfants dans les pattes, la gestion de la maison, c'est un peu compliqué de s'organiser. On fait des visios de 4 heures, on fait plus de pause. Donc en fait, on mélange tout, on appelle toujours à 8 heures le soir. Enfin, tout est mélangé, donc ça, c'était vraiment très, très difficile. Et même psychologiquement, moi qui vis tout seul, donc on voit plus ses collègues, on voit plus ses amis, on est complètement confiné. Donc effectivement, c'était vraiment dur. Ouais. Dans cette entreprise spécialisée dans les solutions de parking, c'est bien le contact direct entre collègues que la direction a souhaité remettre au cœur des relations de travail. Aujourd'hui, c'est le département commercial qui a été invité à revenir dans les bureaux. Là où on était assez étonnés, c'est que finalement, c'était plutôt les collaborateurs qui étaient demandeurs, plutôt que nous qui devions l'imposer, parce que l'ensemble des personnes avaient envie de retrouver cette espèce de dynamique et cette émulsion positive qui est due au projet de la société, qui est un projet de croissance ambitieux et que donc on a besoin d'être ensemble pour pouvoir se challenger, se motiver, échanger. Parmi les employés, chacun a son avis sur l'expérience du travail à domicile. Mon living était devenu mon bureau et mon bureau était devenu mon living. Enfin, tout se mélangeait. Donc voilà, comme je disais, c'est très difficile d'avoir une coupure avec le boulot. Du coup, on pense à ça tout le temps, mais c'était long quand même. On est content d'être de retour au bureau. Je l'ai assez bien vécu. C'était assez agréable de pouvoir prendre ces pauses de façon assez flexible. Et ensuite, en tout cas, notre équipe de commercial était bien organisée. Pour bien des entreprises, le télétravail a été une véritable solution à la crise. Mais la technologie ne répond pas à tous les besoins, comme le contact humain. Cela dit, force est de constater que le télétravail devrait en partie modifier les habitudes de demain. Guillaume Roux-de-Bézieux, vous jouez un rôle d'influenceur au sein du centre des jeunes dirigeants pour diffuser les bonnes pratiques. Est-ce que le télétravail, c'est selon vous une vraie piste à explorer ? Alors c'est non seulement une vraie piste à explorer, mais la période que nous avons vécue est très intéressante pour nous, entrepreneurs. Au 30 mars, 44% des salariés belges télétravaillaient. Donc c'est absolument massif, ça n'est jamais arrivé. Et comme il était dit dans votre reportage, il y a du bon et du moins bon. Et donc effectivement, au niveau des bonnes pratiques, nous on a en charge de transmettre les bonnes pratiques du télétravail. Les réunions ne doivent pas durer 4 heures, ça ne doit pas se passer à n'importe quelle heure. En fait, le télétravail, c'est l'absence de micromanagement. Ça faisait peur aux entrepreneurs avant, et aujourd'hui, les entrepreneurs demandent le télétravail. Ils ont changé de posture parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, les salariés étaient plus autonomes, plus heureux, évidemment, dans des conditions très particulières. Et c'est à nous, entrepreneurs, de faire en sorte que le matériel, le cadrage, les horaires, tout soit réuni. Là, on a vécu un télétravail subi, à nous de le transformer en télétravail voulu. Alors, dans le plan Sophia, monsieur de Scuter, on parle de télétravail, dans ce qui est le chapitre mobilité. On parle aussi d'avion, d'utilisation de l'avion. Forcément, on ne l'a pas utilisé pendant cette période, ou en tout cas très peu. On a eu recours avec la vidéoconférence dans toutes ces entreprises qui ont des contacts régulièrement avec l'étranger. Là aussi, il y a vraiment des pistes de solutions à explorer, selon vous ?
Oui, je pense que le télétravail est une solution qui ne doit pas occulter d'autres obstacles à lever, à ce que l'on aille vers une société plus durable. D'abord, il y a toute une série de mesures à prendre pour réduire l'étalement urbain et pour que les personnes puissent rapprocher leur lieu du domicile du lieu du travail. Et je pense que là, il y a, du point de vue, par exemple, des droits d'enregistrement qui sont un obstacle au déménagement, des réformes à apporter. Donc il y a des incitants concrets. Absolument, et le plan Sophia évoque cela également. Il y a à encourager d'autres moyens de mobilité que la voiture. Et une des propositions phares du plan Sophia, c'est évidemment abolir le système des voitures de société, des voitures salaires qui non seulement coûtent aux contribuables 2 milliards par an en Belgique, c'est quand même énorme pour 500 000 voitures. Une voiture sur deux en Belgique est une voiture de société et coûte en termes de pollution de l'air, en termes de soins de santé supplémentaires, 2 milliards supplémentaires. Donc c'est 4 milliards d'euros chaque année que nous payons pour ce système qui n'a évidemment pas de sens. Pour ce qui est de l'avion, précisément, vous disiez, vous, il y a quelque temps que vous n'alliez plus le prendre. Je pense que pour l'avion, comme pour le transport maritime, il y a là une véritable responsabilité du pouvoir politique à les décourager davantage. Et un des apports du plan européen de relance qui vient d'être mis sur la table par la Commission européenne, c'est qu'il va falloir trouver des nouvelles sources de financement pour que l'Union européenne, qui va emprunter sur les marchés 750 milliards d'euros, c'est très considérable. Et la taxe kérosène pourrait être une de ces solutions ? Et la taxe kérosène pourrait être une de ces solutions. La Commission européenne propose concrètement que dans le système européen d'échange d'émissions de gaz à effet de serre, l'on inclut le transport maritime et le transport aérien. Ça veut dire taxer deux secteurs très importants pour le transport international qui aujourd'hui échappent à la taxation et ne participe pas par conséquent à l'effort collectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc je pense qu'on va dans ces directions-là et je me réjouis que les solutions technologiques de type vidéoconférence parviennent peu à peu à s'imposer dans les pratiques parce qu'on voyage beaucoup trop dans le monde aujourd'hui. Et parfois sans doute de manière superflue, on le constate maintenant avec ces techniques. En tout cas, 9 voyages sur 10 en avion sont des voyages pour le loisir. Donc ce n'est même pas la vie économique qui va souffrir d'une réduction du nombre de vols parcourus par an. En termes de mobilité douce, on a fait pas mal de progrès pendant le confinement. On a beaucoup parlé de cette nouvelle piste cyclable dans la rue de la Loi à Bruxelles. Elle occupe désormais une des bandes réservées jusque-là à la circulation automobile. Mais le mouvement est bien plus large. Ces derniers temps, de nombreuses villes belges et européennes ont aménagé des dizaines de kilomètres de pistes cyclables et certains y voient l'occasion rêver d'imposer de façon durable le vélo dans les centres urbains. Annick Capel. Les gros traits jaunes se succèdent. Depuis quelques semaines, ils ont fait leur apparition dans le centre d'Aubervilliers, accompagnés d'un pictogramme explicite « Priorité au vélo ». On réalise une piste cyclable, un aménagement cyclable sur une voie de circulation pour faciliter l'usage du vélo et inciter à ne pas reprendre sa voiture ni trop utiliser les transports en commun. En un mois, 90 km de pistes cyclables seront installées rien qu'en Seine-Saint-Denis. Le vélo est devenu la petite reine du déconfinement. Partout en France, on réaménage le bitume, comme ici à Lille, où les rues n'ont pas été choisies au hasard. C'est pas n'importe quelle rue, parce qu'on a pris des rues qui correspondent à des grands axes, soit de traversée de la ville, soit d'entrée dans la ville. Je pense que les gens ont peur de prendre le bus, ça c'est sûr, et les grands axes, c'est là où il y a les bus de manière générale, donc effectivement il y aura peut-être plus de vélos, de véliles, etc. Idéal dans le contexte actuel, le vélo permet aussi et surtout de désengorger le centre urbain. Une des solutions qui permet en plus de respecter la distanciation physique, c'est le vélo qui est en plus efficace, puisque sur une file comme ça, en 1 heure, on fait passer 4 fois plus de cyclistes que d'automobilistes. Le défi à plus long terme sera de pérenniser ces bonnes pratiques. Donc le but, c'est de préparer une forte augmentation de la pratique du vélo. Et là, je pense que cette occasion qui a été donnée, par des circonstances malheureuses de cette crise sanitaire, on pense qu'il faut vraiment en profiter pour qu'on puisse développer fortement cette pratique du vélo dans la ville. Barcelone, Bruxelles, Glasgow, de nombreuses villes européennes ont ainsi aménagé leur espace public. La crise du Covid a provoqué un déclic. Il faudra maintenant faire du transitoire une solution durable. Guillaume Roux de Bézieux, le vélo en entreprise, c'est un de vos chevaux de bataille.
Oui, l'urbanisme tactique qui est à l'œuvre en ce moment en Europe et dans le monde, c'est-à-dire cette façon très rapide de modifier l'urbanisme pour donner au vélo plus de place, doit être encore pérennisée. C'est ce que disait votre reportage. Ce qui est alarmant, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de municipalités en Europe commencent déjà à retirer les marquages provisoires et à rendre à la voiture toute sa place. Donc ça, c'est relativement inquiétant. Nous, en entreprise, on est particulièrement attachés, évidemment, au vélo. Qu'est-ce que les entrepreneurs ont à y gagner? Alors, déjà, de participer activement, d'agir activement pour la protection de l'environnement. La santé, évidemment, puisque des salariés qui pédalent sont des salariés qui sont en forme. Mais notre grande crainte, c'est la sécurité de nos salariés. C'est que la ville n'est pas faite aujourd'hui pour les vélos. Donc, moi, j'appelle à ce que tout ce qui se fait en ce moment soit pérennisé de façon à ce que le vélo puisse se développer un maximum en ville. Donc ça passe aussi par l'aménagement du territoire. Il ne suffit pas de donner des vélos aux gens. Monsieur de Scutter, dans le plan Sophia, on parle d'énormément de choses, de mobilité. C'est ce dont on a principalement parlé jusqu'ici, d'éducation, de santé, de fiscalité. Il y a 15 thématiques au total. Vous avez été soumettre toutes les propositions concrètes aux différents partis politiques. Quel accueil est-ce que vous avez reçu ? Écoutez, d'abord, on a été entendus et c'est remarquable que tous ces partis politiques que nous avons pu rencontrer, sans exception, se sont montrés ouverts à la discussion. Au nord comme au sud du pays ? Vous avez rencontré... On commence au nord, on a commencé par le sud et on a une série de rendez-vous qui sont prévus encore dans les jours qui viennent. Mais à gauche comme à droite, une bonne réception, parce que ça pourrait apparaître quand on parle de tous ces sujets comme un plan écolo. Alors c'est vrai que la réception est différente de parti à parti, bien entendu par définition, mais un des intérêts du plan Sophia, c'est que nous essayons de conjoindre la transition écologique et la transition sociale. Nous affirmons de manière très claire que la transition écologique doit s'accompagner de mesures qui permettent de rendre abordable et facile les choix responsables par les citoyens et les citoyennes ordinaires, et nous appelons les pouvoirs publics à identifier les synergies entre la réduction des inégalités, le renforcement du pouvoir d'achat d'une part, et d'autre part la transition écologique. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre, au contraire, la transition écologique, ça signifie des créations d'emplois, par exemple dans les énergies renouvelables, dans l'isolation des bâtiments, dans le développement d'infrastructures, dans toute une série de domaines liés au circuit court et à l'économie circulaire. Et ça signifie aussi, pour beaucoup de ménages défavorisés, des opportunités nouvelles. Quand on a un plan qui va isoler les bâtiments, ça va réduire la facture énergétique des ménages. Quand on développe les transports en commun, ça signifie que les ménages qui ne peuvent pas se payer une voiture individuelle vont pouvoir avoir accès à la mobilité. Et quand on développe des opportunités d'emploi dans la réparation, par exemple, l'économie de la fonctionnalité, ça signifie beaucoup d'opportunités pour des personnes ayant des faibles qualifications. Donc, justice sociale, transition écologique vont de pair, et cela permet à ce plan d'être audible par une très grande partie du monde politique. Vous me disiez, quand je vous ai contacté, ils sont à la recherche d'idées pour le moment, les politiques. Donc on a besoin de leur en soumettre aussi. Oui, et beaucoup de gens attendent autre chose qu'un retour à la situation d'avant. Alors, je sais bien que les gens n'acceptent aujourd'hui des restrictions à leur liberté que parce qu'ils savent que c'est provisoire et parce qu'ils se protègent eux-mêmes tout en, de manière civique, protégeant les autres. Donc, il n'est pas question, évidemment, que les restrictions qu'on a imposées en période de crise sanitaire deviennent la norme, bien entendu. Mais les gens ont besoin, néanmoins, de se voir proposer des alternatives à la situation d'avant. Et le nombre de personnes qui s'investissent dans la préparation de propositions pour proposer ces alternatives est quand même très considérable. Donc, je pense qu'il faut vraiment réaliser que booster l'économie sans avoir égard à la crise écologique qui n'a pas disparu avec la crise sanitaire qui est là plus que jamais, ce serait vraiment se tromper d'une époque et ce serait rater une opportunité absolument unique. Est-ce que ce que vous prônez ensemble ici, c'est une certaine forme de décroissance? Parce que c'est un mot qui fait peur. Je vous vois sourire et vous savez que c'est un mot qui fait peur. Non, c'est pas un mot qui fait peur, la décroissance. En fait, la croissance continue du PIB comme instrument de mesure, aujourd'hui, avec des ressources finies, n'est pas soutenable. Les ressources de la planète étant par essence finies, la croissance infinie n'est pas soutenable. Donc ça a déjà été théorisé depuis le rapport du Club de Rome. Aujourd'hui, on le sait. Donc, qu'est-ce que veut dire décroissance? Décroissance ne veut pas forcément dire appauvrissement généralisé. Donc il ne faut pas confondre ces deux mots. Et la décroissance dans le sens croître de façon raisonnable,
c'est pas forcément de la décroissance. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de l'économie du donut et on va expliquer un petit peu de quoi il s'agit. On doit ce concept à une économiste britannique, Kate Raworth. Il s'agit en fait d'une manière ludique pour désigner une économie plus juste, plus durable. C'est donc une autre manière de définir la croissance que vous allez nous expliquer, Clémence Datte. Et oui, regardez cette courbe qui grimpe. C'est comme ça qu'on imagine notre économie, notre croissance économique aujourd'hui, mais il y a certains économistes qui proposent des alternatives. Dans l'une d'elles, cette ligne devient un bon beignet bien savoureux. C'est la théorie du donut. On va le dévorer ensemble. Le cercle intérieur, en fait, délimite les besoins des gens. Avant ça, dans ce trou central, les personnes n'ont pas accès aux choses essentielles de la vie. La santé, l'éducation, l'alimentation, la justice ou encore l'équité. Le cercle extérieur, cette fois, est celui du plafond écologique, les limites des capacités de notre planète. Au-delà de ça, la Terre se dérègle. Exemple, changement climatique, perte de biodiversité et pollution de l'air. Quel est le but de ce modèle, Clémence ? Kate Raworth, elle a écrit un livre à ce propos sur cette théorie où elle explique donc sa théorie. Je vous propose de l'écouter quelques secondes. We need to find a balance between these two, meeting the needs of all people within the means of the planet, living in that donut-shaped space itself. To me, this is the beginning of a completely new way of thinking about economic progress. It's utterly different from what we aimed for in the 20th century. Et voilà, l'idée est donc de coexister entre ces deux anneaux dans ce cercle, cet espace du milieu. Alors une économie prospère réunit donc les 12 fondements sociaux, à partir desquels l'individu vit décemment, mais elle ne dépasse aucun des 9 plafonds écologiques. Est-ce qu'il y a des pays qui atteignent les objectifs de cette économie du donut aujourd'hui ? Eh bien non, aucun pays de la Terre ne rentre dans ce donut. Pour l'instant, les initiatives vers une transition plus écologique, c'est vrai qu'elles se multiplient, mais rarement à l'échelle d'un pays. Pour rentrer dans ce donut, il faut en fait transformer les mentalités et ça se fait donc plus localement pour l'instant. Exemple avec la ville d'Amsterdam. Elle base son plan de relance économique post-Covid-19 sur cette théorie du donut. L'objectif est donc d'atteindre une économie circulaire d'ici à 2050. Et bien pour cela, la ville, elle va devoir travailler sur un autre traitement des ordures ménagères. Elle va devoir faire des efforts pour réduire ses déchets alimentaires et elle va aussi devoir travailler sur des constructions plus durables. Merci Clémence pour toutes ces explications. Guillaume Roux de Bézieux, le rôle des entreprises, il est fondamental pour rencontrer tous ces objectifs et pour faire évoluer les choses. Clairement. D'ailleurs, cette affaire, cette théorie du donut nous parle, nous, énormément au CJD, puisque ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'on a mis en place le concept de performance globale qui se rapproche du donut, qui dit que la performance d'une entreprise n'est pas seulement économique, mais elle est aussi sociale, sociétale et environnementale. Et que ce n'est qu'avec ces 4 facteurs pris en compte qu'on peut avoir une entreprise de sens. Donc on est évidemment complètement d'accord avec ça. Aujourd'hui, Olivier de Scutter, les scientifiques dont vous faites partie, les entrepreneurs, les responsables politiques, il faut faire plus collaborer ces différents mondes, selon vous ? Oui, je pense. Et le monde de l'entreprise, comme le disait Guillaume Roux de Bézieux, a un rôle tout à fait important à jouer, notamment parce que les entreprises qui développent une démarche durable seront récompensées par les investisseurs, par les consommateurs, par les employés même qui seront impatients de se mettre au service des entreprises les plus durables et qui, par conséquent, vont pouvoir permettre à celles-ci de se développer. Donc je pense qu'il y a vraiment un intérêt des entreprises à s'intéresser à la transition écologique, à s'y investir pleinement. Il y aura de plus en plus d'incitants économiques à le faire. Les politiques, les citoyens ont également leur rôle. Je pense que ces alliances entre le politique, le civique et le privé sont au fond ce dont dépend la transition écologique demain. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus partager sur ce plateau votre vision de demain. Sachez que cette page Un œil sur demain vous sera proposée chaque dimanche du mois de juin avec différents thèmes, alimentation et agriculture, santé, relocalisation des entreprises, mais aussi éducation. Merci de votre attention. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, je vous souhaite une très agréable soirée. À bientôt.